Dans ce temps-là, j'avais mon habitacle au quartier de Nazareth. C'était une région dépeuplée, à proximité des talus des anciens remparts et envahie par la végétation, comme si la proche campagne se fût avancée dans la ville pour reprendre son territoire. On s'y perdait en un labyrinthe de sinuantes ruelles, bordées de maisons basses ou d'interminables murs aveugles, des dalles qui faisaient de ce quartier vétuste un vaste enclos, étonnamment tranquille. Poussant quelques portes vermoulues, on découvrait une prairie où paissaient des moutons et où souvent s'affairaient des orphelines d'un établissement voisin. Le silence qui y régnait était une vraie grâce, au point qu'une querelle d'oiseaux devenait un important vacarme. Et je souhaitais que demeurât cette région mystique, où les toitures ployaient sous le poids des colombes. Le temps n'y existait guère, et les cloches qui paraissaient teintées dans les arbres étaient assurément folles. Il m'advenait de quitter mon logis à la chute du jour, ma flânerie me conduisant vers un bâtiment d'aspect claustral qu'on dénommait encore le béguinage. De Béguine, il n'en subsistait plus derrière ses pignons de briques roses, et le porche monumental jouxtant la vénérable bâtisse ne s'ouvrait pas souvent. J'en possédais une clé pesante qui me conférait le privilège de franchir le seuil de cette maison inactuelle. J'étais aussi un des rares à savoir qu'elle abritait un humble et attachant petit musée dédié à la vie et aux arts populaires, musée ignoré du grand nombre, qu'aucune inscription ne révélait aux passants, et auquel j'accédais librement pour avoir contribué à sa création par quelques dons et des collaborations bénévoles. Le fait de détenir une clé de l'immeuble dit assez la confiance dont m'honorait le fondateur, le souriant ami aux cheveux blancs, chanoine du Merci. Bien que le musée se trouvât depuis longtemps en ordre, le chanoine inventait 1000 prétextes pour en renvoyer l'inauguration aux calendes, tremblant, semblait-il, que le pieux refuge où dormaient ses collections naïves connût la profanation publique. J'admettais les raisons du vieillard, qui concluait chaque fois « Et d'ailleurs, mon musée a son visiteur. Qui est vous ?» C'est suffisant. Pendant des saisons, je restais cet unique visiteur, ce qui ne laissait pas de me flatter. N'étais-je pas nanti de la clé, non celle d'un mystère, mais d'un endroit mystérieux au regard de beaucoup? Cela suffisait à mon bonheur. Le porche passé, on découvrait un jardin carré, fermé de 3 côtés par les galeries couvertes du béguinage. Un étonnant jardin, forêt vierge où bataillaient inextricablement les végétations vivaces. De l'herbe folle émergeaient des cadrans solaires ou des statues décapitées, posées sur quelques fûts de granit. Et toute une vie secrète grouillait dans ces masses végétales, dont la poussée menaçait de bousculer les vieilles murailles de l'enclos. Toutefois, le jardin gardait une relative ordonnance, à cause du puits forgé qui en indiquait le centre, et des panaches de 4 peupliers hauts poussés à ses angles. Une fois entré, j'étais immanquablement accueilli par des cris sinistres. Un geai, upérissé et prêt à l'attaque, me regardait venir du fond de sa cage. L'impertinent oiseau montait la garde mieux qu'un chien et avertissait son maître de ma présence. Daniel, le concierge, surgissait alors de sa loge, sorte de pavillon en avant-corps que lui avait assigné pour logis son protecteur, le chanoine. Un original et mal définissable personnage, ce septuagénaire courtois dont on racontait qu'il avait été au séminaire le condisciple intime de l'actuel évêque. Ses manières discrètes et désuètes lui donnaient une physionomie vaguement cléricale. Je respectais ce vieux célibataire qui pratiquait un philosophique renoncement, fumant et rêvant dans ce jardin où l'on ignorait l'heure quand manquait le soleil, et qui se contentait de l'affection d'un geai. Après quels avatars était-il devenu le concierge, voire le conservateur du musée? Le destin sait ce qu'il fait, et dans le cas, le bonhomme semblait bien à sa place, suranné et poussiéreux comme les choses qu'il surveillait, et comme elle, précieux et plein de charme. Daniel m'estimait, en retour de ma déférence. À chacune de mes visites, il énonçait cérémonieusement « Vous êtes chez vous » et rentrait à reculons dans sa loge, faisant de légères inclinations de la tête. Sans conteste, j'étais chez moi dans cette demeure d'autrefois, que baignait une lumière tamisée par des vitrages de couleur, et dont nul, mieux que moi, ne pouvait apprécier le calme et la pénombre. J'errais dans les galeries et les chambrettes, sachant quel son rendait chaque dalle, quelle odeur m'attendait à chaque porte. Et combien j'approuvais en mon fort le chanoine de garder fermée cette maison du souvenir. Le vieil enfant s'était peu soucié de classer ses objets suivant une méthode. Il avait profité du décor existant pour reconstituer des intérieurs, peuplés de mannequins costumés. Et c'est ainsi qu'on entrait chez les dentelières ou chez le tisserand, après avoir visité l'enchanteresse boutique du jeudi, ou dégringolé dans une sordide cave à marionnettes.
Peu m'importait que tout cela fût mort. La nuit venait subrepticement et me surprenait assis à l'âtre ou penché sur des images pieuses. Je quittais à regret cette demeure des souvenances et des songes. Daniel avait rentré la cage du jet, et je le voyais, à travers la fenêtre de sa loge, sommeillant dans l'éclairage d'une flamme d'huile. Il dodelinait de la tête, mannequin en tout semblable à ceux que j'abandonnais, et devenu un objet du musée, sous l'œil rond de l'horloge arrêtée, et dont les poids avaient touché le sol. Le concierge n'était pourtant pas le représentant le plus attractif de cette communauté d'effigies. Il existait un autre personnage que je me plaisais à visiter aux heures décolorées et qui, comme Daniel, ne devait de subsister qu'à l'intervention du chanoine. On le nommait Pilatus, du nom qu'il avait effectivement porté de son vivant, voici bientôt 100 ans. Pour l'atteindre, on traversait, derrière les corps de bâtiments, une petite cour intérieure, au bout de laquelle s'érigeait une chapelle désaffectée. Une enseigne peinte annonçait « écrivain public »,« calligraphe »,« lettres », requêtes et recours en grâce, livres d'or pour société, prose et vers de circonstance, discrétion d'honneur. Comment ne pas être requis par un personnage qui logeait dans une chapelle, écrivait des vers et détenait le sens de l'honneur? Point n'était besoin de battre l'huis ou d'entrer pour l'apercevoir. Il suffisait d'approcher d'une fenêtre latérale losangée de plomb. Tout contre se tenait Pilatus, à sa table, la lumière l'éclairant nettement. Son âge n'était pas déchiffrable, mais son habit roussâtre et certains détails de toilette disaient qu'il avait dû naître à la fin du siècle XVIIIe. S'il ne portait plus perruque comme ses pères, il gardait longue sa chevelure grise, et sa cravate de soie noire 3 fois nouée lui donnait l'apparence de quelque clerc de notaire, du temps que les écus étaient de bon or et les terres féodales. Mais le cher homme semblait d'autre extraction, en dépit de l'humilité dont son état et l'effacement de son attitude. Je lui trouvais une lointaine ressemblance avec Daniel, un air finement clérical, même masque glabre, un tantinet voltairien, lèvres minces et discrètes, faculté d'attention et d'écoute inscrite dans l'inclination du chef, et ce regard de verre, chargé de pensée, eût-on dit, ou de rêve. Ce regard embué scellait dans son ovale une petite lueur charitable, l'indulgence des vieilles âmes qui ont tout vu et tout compris. Un regard de confesseur. Pourquoi imaginais-je que Pilatus aurait pu être lui aussi quelque ci-devant séminariste que les malheurs de son temps, ou une passion noblement cachée, avait écarté du sacerdoce? Le chanoine du Merci trouvait l'hypothèse plaisante, quant à lui, et affirmait que l'écrivain public pouvait avoir valu mieux que sa condition sociale. Ne laissa-t-il pas en manuscrit des satires latines sur les ridicules de son époque? Et dans le rang des bouquins alignés près de l'écritoire, ne lisait-on pas sur les reliures fanées les noms des dorés d'Horace et d'Ovide? Mais le chanoine poussa-t-il jamais plus avant son enquête? Non, car il eut découvert, entre les dictionnaires et les almanachs, certaines correspondances galantes et des brochures de l'espèce du grimoire du pape Honorius, chose qui, malgré les ans passés, dégageait un troublant parfum de boudoir ou une inquiétante odeur de fagot. Craignant de rompre le ravissement où me plongeait sa présence, je me suis longtemps contenté de contempler le personnage de l'extérieur, nez collé à la vitre. Les reflets du soleil déclinant m'aidaient à dénombrer les objets familiers qui témoignaient de cette existence perpétuée. À côté du fauteuil de paille où se tenait l'écrivain, une chaise inoccupée attendait le visiteur, la femme ou la jeune fille plus souvent, dont il allait recueillir les soupirs et les tendres plaintes. Des feuilles jaunies attendaient à portée de sa dextre, près des pennes, du grattoir, de la chandelle et de la cire à sceller. Cette main, que j'admirais sans réserve, faisait honneur au sculpteur qui la moula. Elle me captivait mieux encore que le visage aigu du bonhomme, si longue et comme transparente. Non pas une main quelconque, mais la dextre même de l'écrivain et du lettré, habitué plutôt à manier des estampes ou des médailles. Elle résumait le caractère et les goûts de l'homme et, telle qu'elle apparaissait, ornée d'un cercle d'or, je la savais incapable d'écrire des pensées sans élévation. Elle restait suspendue sur la page vierge, la peine tenue, prête à descendre ou à se relever. Mais dans le même moment qu'elle semblait vouloir calligraphier, elle ébauchait aussi un geste bizarre, comme si elle eût remis à distance une confidente trop rapprochée par l'exaltation, et encore, comme pour chasser les curieux qui bouchaient la fenêtre. C'est pourquoi, assez impressionné, je restai des semaines avant d'oser pousser la porte. Ma première visite à Maître Pilatus me causa du malaise, je l'avoue sans honte. Je m'y étais décidé un soir, dominant ma timidité et aussi mon scrupule de déranger un être si parfaitement muet, si dignement immobile. Mais n'avait-il pas pour métier d'accueillir des visiteurs?
Une fois dans la chapelle et après un examen du mobilier, je saluai le bonhomme avec le même sérieux, la même sincérité que s'il eût été réel. Et mieux, je l'apostrophais, sans doute pour corriger le trop profond silence du lieu. « Maître Pilatus, mes respects. Je vous vénère et vous estime. Non, je ne viens rien vous demander, sauf la permission de vous regarder à mon aise. Je ne vous demanderai pas de me rédiger une lettre d'amour, d'amitié ou d'affaires, bien que j'écrive mal et laborieusement. Je désire seulement m'asseoir à votre côté, comme si j'étais, à votre image, un homme d'autrefois, qui survit. Je ne veux que me taire près de vous et m'immobiliser comme vous. » Quémandant son approbation, il me parut que Pilatus souriait avec bienveillance de manière fugitive et perceptible à moi seul. Son front était comme retombé avec la chute de ma phrase, en quoi je sus que ma demande trouvait son agrément. Et dans la crainte de déranger le sommeil des objets ou seulement l'air chargé d'une poussière argentée, je pris place précautionneusement près du mannequin sur la chaise destinée aux analphabètes. Ce Pilatus n'était-il qu'un mannequin ? Sans doute ne pouvait-il logiquement être que cela, et rien de plus. Mais ne pouvait-il prétendre apparaître davantage ? C'est que la cire dont on l'avait fabriqué restait une matière étrange. Et ce visage, ces mains de cire colorée, exprimaient je ne sais quelle inquiétante véridicité. Au premier moment, j'eus la sotte idée que je venais de m'asseoir près d'un mort oublié dans cette chapelle dont j'étais le premier vivant à pousser la porte, après Dieu sait combien d'ans. Que ce mort, miraculeusement conservé par la sécheresse ambiante, allait tomber en morceaux au moindre choc, ou même sous mon souffle. C'est dire combien j'étais victime de l'illusion et combien je me plaisais à la rechercher, quitte à éprouver des malaises comme celui dont j'étais envahi. Ce malaise persistait. Je crus pouvoir le dissiper en poursuivant une conversation dont je savais devoir faire seul les frais. « Maître Pilatus, je vous estime de pratiquer cette discrétion d'honneur qu'annoncent les criteaux. La discrétion est une vertu difficile. Quant à l'honneur, c'est un sens magnifique, dont le nom seul m'exalte. Ah, vous êtes heureux dans vos murs isolants, de ne rien savoir des temps modernes. On ne calligraphie plus, on n'écrit plus qu'au moyen de machines ou d'instruments barbares. Mieux, le dernier des imbéciles est lettré ou instruit, voire porteur de diplôme, bien que peu de gens sachent écrire ou lire ou parler avec un minimum de correction. Ainsi divaguai-je pour me donner une contenance, et le sourire de Pilatus apparut de nouveau, allumé dans les prunelles plutôt que tracé par les lèvres. Je l'observais de biais, d'assez près pour ne pas m'y méprendre, et je dis encore, je vous aime enfin parce que vous gardez tant de secrets. Mais où sont les amoureux d'antan, et les larmes dont vous fûtes le témoin? Il ne deviendra plus vous confier ces tourments, ces espérances. Ne souffrez-vous pas de cet abandon? Si oui, vous accepterez peut-être que quelqu'un vienne parfois auprès de vous. S'il vous agrée, ce sera moi. Au jour où m'oppresseront des souvenirs, dont je me délivrerais si je les pouvais seulement transcrire, vous ne les écrirez pas, c'est inutile, mais vous écouterez, car c'est tout votre art, votre génie, ce don d'écouter, de comprendre. Était-ce un effet du clair-obscur gagnant toute chose? Il me sembla bien que le vieillard hochait le chef, accédant à ma supplique. Mon malaise monta de plusieurs degrés et se trouva subitement à son comble. Ma visite avait assez duré, je le sentais, et je me pris à redouter, en cette minute équivoque, que le mannequin s'animât par quelque galvanisme, ébauchant le geste de me congédier. À ce point étais-je engagé dans l'illusion, à ce point opéraient sur mes esprits les prestiges du clair-obscur. Ne laissant rien paraître de mon émoi, je m'inclinai devant l'homme de cire et je m'en fus, trop troublé pour me sentir ridicule. Les visites que je fis par la suite n'eurent plus ce caractère d'ambiguïté. La glace était rompue et maître Pilatus avait perdu cet air abstrait qui le rendait inquiétant. Je pensais maintenant que mon erreur, lors du premier contact, venait de ce que je n'avais pas saisi l'expression particulière de la cire, d'un être fait de cire. Sans toutefois me rendre à l'évidence et admettre que Pilatus fût un personnage artificiel, je me comportais à son égard avec moins de contrainte et sans plus d'appréhension. J'en avais fait le tour et considéré tous les aspects. Je devinais que cette présence admettait la mienne, et que je ne devais pas nécessairement parler pour être compris de cet homme subtil, qu'il suffisait que je méditasse à côté de lui pour en être entendu, par quelque télépathique accordance. Ce que je fis avec d'autant plus d'abandon que la discrétion de mon confident était celle que commande l'honneur. Avais-je à me décharger de lourds secrets? Que non, mais ce que j'aimais à confesser m'eût été difficile à traduire par le langage courant. Ces choses de ma vie, si je les concevais bien,
je n'eusse pu aisément les compter. Quelle importance leur accordait Pilatus, je l'ignore. Jamais il ne me parut surpris ou distrait. Cela suffisait à ma pacification morale, et je vouais au charmant homme une gratitude immense. Aussi, lui apportai-je un magot de faïence, puis une tabatière qui durent lui faire plaisir et demeurèrent sur la table. Une cordialité s'établit entre nous au point qu'une fois, je me risquai à poser ma main sur la sienne. Il ne la retira pas, bien que je sentisse frémir légèrement cette main diaphane désaccoutumée de l'humain contact. Cette main n'était ni morte ni froide, seulement fraîche et un peu humide. Ainsi devînmes-nous amis, et je ne remarquai plus rien d'insolite au cours de mes visites vespérales. Je pris soin de ne pas divulguer cette liaison nouvelle. Une fois pourtant, je constatai que l'écritoire avait été empli d'une belle encre noire, et que les plumes d'oie étaient retaillées. C'est le brave Daniel, pensai-je, qui m'a surpris dans la chapelle et veut flatter mes manies. Il témoigne son zèle, son dévouement musé à ma personne. Comme je sortais du béguinage un soir, le concierge m'aborda et me demanda malicieusement si j'étais content de mon compagnon. Je répondis que oui, restant à regarder les petites étoiles d'avril dans les peupliers. Daniel me demanda encore pourquoi je soupirais. Je ne craignis pas d'avouer que j'eusse aimé être Pilatus, dans un éternel silence. Un homme oublié des hommes, qui sait écrire merveilleusement, et qui n'écrit jamais, sachant que tout est vanité. Cette comédie où je ne dupais que moi-même dura autant que le printemps. Le mai s'en vint, et le monde fut soudainement envahi d'une si vive lumière qu'on en restait aveuglé. Cette renaissance me valut, comme à chaque réveil des sèves, de furtifs vertiges et une sorte de maladie ressemblant au mal de mer, et qui pouvait s'appeler le mal de ciel. C'est dans cet état d'abattement que je rendis à Pilatus une visite que je crus la dernière pour longtemps, décidé d'attendre chez moi en repos, que la saison se tempéra. J'ai souvenir de cette visite, par un crépuscule mauve, si intense que la nature semblait magnétique, que les choses étaient comme radiantes. Plein d'une lassitude due à ce premier choc solaire, j'avais passé ma journée à remâcher des souvenirs de mon enfance sans joie, et toutes ces remembrances flottaient autour de mon cœur trop défaillant pour les rejeter à travers mon être. J'entrai au béguinage. Tout y était mauve aussi, et mauve était la chapelle Chollet, et mauve le papier sur lequel l'écrivain public suspendait sa main hiératique. La chaise me fut secourable, je m'y laissai tomber sans force. Je me sentais aussi vieux que Pilatus, et ainsi que lui, débordant d'une amère pitié, comme en éprouve celui qui revient d'un long voyage dans le passé. Et dans ma tristesse, je me laissai aller à pencher ma tête sur l'épaule de mon confident. Je me repris, et la douceur du crépuscule m'envahissant, je mémorais muettement mes songes devenus mauves avec le soir. À mesure que je rêvais de cette manière active, ma poitrine se désoppressait et s'emplissait de fraîcheur. Je me délivrais de mes songes, mon enfance me quittait, et tout son cortège d'ombres élyséennes. Jamais heure ne fut si favorable à la confession, jamais Pilatus n'avait paru si attentif, soumis à mon récit intérieur. Se pouvait-il que ce vieillard eût été lui aussi un enfant, en des temps lointains? L'émotion qui me délaissait semblait le gagner, comme si nos deux âmes eussent été communicantes. Son œil s'embuait, je craignais de le voir s'endiamanter d'une larme. Mais le pleur que j'attendais de voir rouler sur la joue de l'écrivain se forma sous ma propre paupière. Et par cette vue nouvelle qui m'était venue, je découvris avec un indicible bonheur et sans la moindre surprise mon vieil ami vivant autant que je l'étais. À présent la vie animait sa main, rien qu'elle. Sa main écrivait lentement, posée sur la page, et j'entendais grasser la plume. En vérité, l'idée ne me vint pas que ce pût être un prodige ou quelque illusion suave. Il y avait longtemps que cet instant se préparait, que ma pensée chargeait magiquement cette main merveilleuse. L'été fut d'une chaleur excessive. Ma lassitude empira au point que je ne sortis plus de mon logis. Le quartier de Nazareth restait plongé dans une buée brûlante, et tout y dormait, les oiseaux même. C'était le triomphe solaire, l'universel étouffement, splendide et terrible. Les heures trop lumineuses ne finissaient pas et se passaient dans l'attente de la trop brève nuit. Dans ma chambre fermée aux réverbérations du dehors, je souffrais comme les végétaux et les pierres, intoxiqué par l'azur violent et aspirant à une ombre qui ne pouvait exister qu'à l'intérieur de la terre durcie, où sourdent les sources dans les ténèbres. Mon mal suivait la marche du soleil et ne finissait qu'à son coucher. Tentant de réagir, j'imaginais, au prix d'efforts insensés, des champs de neige, des icebergs dérivant sur des mers glaciales et de grands ciels diluviens courant de l'ouest. Physiquement épuisé, ma tête seule survivait, ma pensée s'échauffant graduellement avec l'atmosphère. Et l'été persistant,
je me sentais mourir lentement, par pétrification. De même que les agonisants ont parfois une vue panoramique de leur existence, je revoyais dans un impitoyable éclairage tous les épisodes qui composèrent ma vie banale, les plus lointains comme les plus récents. Bien que je n'eusse aucune faute grave à me reprocher, j'assistais enchaîné à ce réquisitoire que je m'adressais, m'accablant moi-même mieux qu'un inquisiteur et me reprochant de n'avoir jamais pu être heureux ni faire le bonheur d'autrui, malgré ma native mais inefficace bonté. Je souffrais de ne pouvoir arrêter la course vertigineuse de ma pensée, au point de souhaiter qu'une syncope ou quelques bouffées congestives me privât brusquement de conscience. À cesser de penser ou projeter cette pensée vertigineusement giratoire comme un disque hors de ma tête. Au crépuscule pourtant, la folle course ralentissait, ma cervelle devenait opaque, le casque de feu qui l'avait emprisonné refroidissant peu à peu. À ce moment seulement, je mesurais l'étendue de ma déchéance. J'essayais de m'arracher à mon hébétude et d'aller à la rencontre des ténèbres. « Il faut sortir, me répétais-je, sortir. Aller dans la chapelle chez Pilatus. Pourquoi l'abandonnes-tu? Tu es convaincu maintenant qu'il t'écoute et te comprend. Va lui confier les souvenirs qui t'ont corrompu depuis l'aube. Il les recueillera et tu en seras quitte. Même s'il en écrit, ces papiers resteront ignorés. Qui les lirait jamais? Ainsi ta tête sera nettoyée ce soir de sa fermentation et tu feras place pour les obsessions qui te visiteront demain. Va, sinon ton crâne se crevassera sous les lentilles du soleil. Et quand finiront les jours torrides, tu seras fou, stérile, de bois sec. » En vain, je tentais chaque fois de m'arracher à ce logis qui m'était une chambre de torture. La force me manquait, et je remettais au lendemain cette sortie comme on remet, avec lâcheté, la nécessaire visite au médecin ou au prêtre. C'est que le crépuscule déjà agissait sur mon âme, et que s'en venait le sommeil, descendu des étoiles. Ma tristesse s'évaporait, et le sommeil me surprenait immobile et silencieux, entrant chez moi subrepticement comme il devait entrer chez l'homme de cire. Et sans doute le sommeil me croyait-il un autre homme de cire, dont j'avais de maigreur, me décolorant et perdant ma forme corporelle. L'été s'écoulait comme coule une lave. Pas une fois je n'allai chez Pilatus, bien que cette visite chaque jour différée constituât mon souci et mon remords. Cependant, quand approchait le crépuscule, je m'apprêtais au départ et surtout, je m'efforçais de résumer mentalement les fantasmes qui m'avaient habité, épelant l'essentiel en quelques phrases péniblement assemblées. Pilatus se devait de deviner le reste et développer ce récit bizarre dont je lui livrais le thème. N'était-ce pas son métier? Cela fait, je ne bougeais plus, trouvant plus simple de ne pas quitter mon fauteuil, où le sommeil allait venir me surprendre. Quoi, soliloquai-je? Faut-il que je sois corporellement près de mon ami pour que ma pensée l'atteigne? Qu'est-ce les 100 mètres qui nous distancent? Ne puis-je me transporter en esprit chez mon confident? Ayant admis ce stratagème, je m'imaginais fortement et nettement que je me rendais chez Pilatus, par le chemin accoutumé. J'entrais dans la chambrette et je m'asseyais à son côté. Et ma pensée, je la lui livrais. Il la captait par sa main médiumnique, cette main bientôt mobile et traçant des arabesques sur le papier. L'euphorie du proche sommeil favorisait cette délectation, et quittant insensiblement l'état de veille, je n'étais bientôt plus qu'une semblance humaine, évidée, dans l'obscurité sidérale. Sur le minuit, j'émergeais parfois du sommeil, me retrouvant assis dans mon fauteuil, mais tranquille comme si vraiment j'eusse été de retour, après une promenade nocturne. C'est ainsi que je vis fréquemment Pilatus sans sortir de chez moi, mon esprit quittant et réintégrant mon corps avec facilité. À la fin d'août, la chaudière de l'été explosa. Des orages pétaradèrent indiscontinument. En quelques jours, l'espace fut purifié. La ville délavée se reprenait à respirer. Je sortais de léthargie, et c'est dans la joie d'un écolier rendu à la liberté que je parcourus les venelles odorantes de mon quartier, après cette misérable réclusion. Tout droit, je me rendis au béguinage, comme on court à un rendez-vous. La façade rose me parut délicatement vernissée. Les pignons se détachaient dans l'outre-mer de l'espace comme un décor peint par Vermeer de Delft, et le porche que j'ouvris était celui d'une demeure idéale, où je ne me sentais plus digne de pénétrer. À peine eus-je fait quelques pas dans le jardin que le jet poussa des cris affreux. Ma vue jetait l'oiseau dans un tel état de fureur que je m'éloignai vers les bâtiments, craignant qu'il ne se tuât contre les barreaux de sa cage. J'avais entre-temps remarqué que le concierge n'était pas dans sa loge, occupé qu'il dût être dans le musée. Et je m'enfuis à la chapelle, où m'attendait mon vieil ami, l'écrivain public. J'appréhendais son regard étonné, chargé d'un reproche. Voici enfin. Mais ma surprise fut grande. Je ne vis plus, à travers la vitre, l'homme de cire assis à sa table, où rien pourtant n'avait été dérangé.
À sa place se tenait, confortablement calé dans le fauteuil de paille et fumant sa pipe, un homme de chair qui me regardait avec une malicieuse bienveillance. J'éclatai de rire, reconnaissant Daniel. « Et Pilatus ?» m'écriai-je en entrant dans la chapelle. Le concierge s'était levé à mon entrée et me saluant désigna un recoin pénombré où gisait un corps recouvert d'une toile. Dans ma stupéfaction, je ne trouvais rien à dire, mais Daniel put lire le mot qui s'était inscrit dans le mouvement de mes lèvres. « Mort ?» Il sourit et parla. « Pas mort, un peu malade. Victime du soleil. » Et il arracha la toile. Pilatus gisait sur le dos, recroquevillé, tel qu'il avait dû choir de son siège, les genoux en l'air, sa main droite crispée au-dessus de sa poitrine, si vieux et si dérisoire que j'eus peine à contenir un brusque sanglot. J'avais toutefois assez de maîtrise pour ne rien énoncer des images absurdes que faisait naître en moi ce spectacle et, penché sur le mannequin, je cherchais la cause de sa ruine. Son visage montrait un mauvais teint et s'imprégnait d'amertume. Les yeux s'enfonçaient dans un cerne bleuâtre, éteint. La main droite était contractée. Cette main devait avoir souffert. « Malheureux », murmurai-je en mon propre silence. « C'est moi qui t'ai détruit en t'obligeant à écrire. » Peut-être après avoir complaisamment et par pitié accepté mes premières confessions, t'es-tu révolté contre cet investissement de ta pensée par la mienne? T'es-tu rebellé contre cette force qui t'envoûtait à distance, plus puissante que la tienne, jusqu'à ce que ta main laisse choir la plume tordue? Pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais en pensant à toi si absolument, en rejetant vers toi à travers l'espace les fantasmagories affligeantes qui suppuraient dans ma pauvre cervelle. La voix pertinente de Daniel me ramena à la réalité. « Voyons, monsieur, voyons, il est bien temps de vous étonner. Il y a 3 mois depuis la fin mai que notre Pilatus gît comme cela, et sans se plaindre. Pourquoi ces alarmes ?» Je regardais le concierge comme peut regarder un innocent. Le brave homme poursuivit posément, mais sans cesser de m'observer. « Sitôt que les chaleurs ont commencé, souvenez-vous-en, je n'ai pas attendu le conseil du chanoine pour soustraire cette cire à l'action du dévorant soleil qui nous a abîmé bien les objets cette année. On pourra refondre la main. Quant au masque, un grimage y suffira, et bientôt Pilatus aura repris la pose, à présent que la saison fraîchit. » Je restai muet, n'osant interroger. Je ne comprenais pas. Il fallait cependant dire quelque chose, le concierge laissant paraître une charitable inquiétude à mon égard. À la longue, je parlais. « Moi aussi, j'ai souffert de l'été. Comment me trouvez-vous, Daniel, depuis que vous ne m'avez vu, depuis le printemps ?» Cette fois, ce fut mon tour d'observer le désarroi de mon interlocuteur. Il me parut bouleversé et lança quelques regards obliques. Son trouble lui permit à peine de répondre. « Voyons, monsieur, voyons. » Puis s'approchant, il me prit le bras, plus assuré. « Oui, vous avez été malade. Je le vois, moi. Souvent, j'ai failli vous demander de vos nouvelles. Je ne le fis pas, ne voulant pas vous arracher à votre solitude. » Il s'interrompit, m'examina et, me trouvant tranquille bien qu'interrogatif, il s'expliqua plus avant. « Comment pouvez-vous oublier que vous êtes venu ici tout l'été, tous les jours presque, à la Brune? Vous êtes venu avant-hier encore. » Je crus que ces paroles me parvenaient en rêve et je fis passer ma main devant mon front pour chasser une vapeur ou je ne sais quel reflet de la lumière mourante. Daniel dut prendre ce geste pour un aveu de l'impuissance maladive où je me trouvais de le comprendre, car il se fit compatissant. Je connais si bien vos habitudes que je ne m'inquiétais pas de vos visites quotidiennes, mais comme vos allures étaient anormales, je vous surveillais de loin, par devoir, sans oser vous dire un mot. Ainsi je jetai un coup d'œil dans cette chapelle, où je vous trouvais assis à la place de Pilatus, perdu en vos songeries et, le plus souvent, la plume à la main, écrivant beaucoup même, puisqu'il me fallait chaque matin retailler les plumes. Parfois vous écriviez encore que l'obscurité tombait, puis vous partiez comme un fantôme et sans vous retourner, sans hésiter, doucement. Et s'il m'est arrivé de vous souhaiter le bonsoir, vous ne répondiez pas, ce qui ne me dérangeait pas, tant je vénère les hommes de votre espèce. Je ne trouvais à balbutier que... Oui. Ah, oui. Et je contemplais cette table où il m'était affirmé que je vins m'asseoir tant de fois, sans que je l'eusse pu savoir, sans avoir jamais quitté mon logis. Un manque d'air me poussa vers la porte, et aussi le besoin d'échapper à ce lieu où régnait le mystère. Devinant que je voulais en finir, le concierge ramassa une liasse sur la table et me la tendit. « Emportez vos papiers, monsieur. Je vais devoir mettre l'ordre ici dedans, et nous pourrions tous deux oublier l'existence de ces écrits. » Quels écrits? J'acceptai les papiers sans demander d'éclaircissement. Daniel me suivit comme mon ombre jusqu'au porche. Sa face rembrunie indiquait qu'il regrettait sa conversation et qu'il croyait m'avoir peiné ou importuné. J'eus la présence d'esprit de lui faire un salut amical et je m'enfuis, dans la clarté safranée d'une énorme lune à son lever.